Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter le guide qui a été fait. Est en cours de changement. Oui. Qui s'appelle les données de conception pour l'étude des régimes transitoires. Vous voyez peut-être là, je ne sais pas. Voilà le document. Synthèse de l'ensemble des données d'entrée et de sortie et des règles de l'art pour réaliser une étude des régimes transitoires. L'idée de ce document est née en fait que quand on lance une étude de régime transitoire, on se retrouve souvent avec des questions qui reviennent. Donc il y a des questions qui reviennent du type quel est le diamètre intérieur de telle conduite, suivant la pression, c'est pas le même diamètre suivant les conduites, ou quelle est la rugosité à prendre en compte, ou quelle est la pression maxi admissible en pré-gonflage sur un ballon, ou qu'est-ce qu'il faut prendre comme MDP, pression maximale admissible ou pas. Voilà. Donc ce guide a pour vocation d'apporter un éclairage sur les données à prendre en compte en termes de conception, aussi bien en termes de données d'entrée que de données de sortie. Alors, dans ce guide, vous trouverez successivement, là on a repris un peu les chapitres, une partie généralité, données du projet, données du projet, données des conduites, données des équipements, par exemple, je sais pas moi, en termes de robinet, qu'est-ce qu'il y a comme données qu'on peut prendre en compte, données des dispositifs de protection, bon ben c'est le diamètre, c'est le volume, c'est les types de réalisation, c'est les systèmes qui existent dans le commerce, la conduite d'une étude de régime transitoire et données de sortie. L'idée c'est pas de rappeler un peu une méthodologie, de rappeler quelques règles qu'il faut savoir et d'avoir en fait une approche qui soit cohérente et partagée par l'ensemble des acteurs sur le sujet. Un petit rappel sur les détails de mise en œuvre, illustration de problématiques et annexes. Donc c'est un document qui a rassemblé un groupe de travail assez important et voilà. Ça c'est l'avant-propos de notre président, Monsieur Le Gall. Ce document permet non seulement de clarifier des spécifications encore bien méconnues de la réglementation, de rappeler les règles de l'art quelque peu oubliées, d'alerter les acteurs de la profession sur des problématiques particulières, mais aussi de préciser les attendus des études de transitoire et les exigences à satisfaire. Les domaines d'intervention de chacun y sont rappelés. Ça c'est important, on rappelle les domaines d'intervention et les responsabilités de chacun. Le travail intéresse la profession dans son ensemble, y compris les donneurs d'ordre. Ce document devra faire référence dans le métier du pompage. Des protections anti-bélier bien en adéquation avec les risques apporteront des améliorations sensibles sur la sécurité de service des conduites qu'elles protègent. La position du pompiste est souvent délicate, je pense que vous l'avez compris, car elle interfère avec les lots génie civil et canalisation. Présentation du guide, définition des rôles. Je ne veux pas tout reprendre en particulier le guide, mais voilà ce qu'on trouve dans le guide. En introduction, on va retrouver les rôles les rôles, ils sont rappelés les rôles de chacun, dans un double objectif de respect de la réglementation, par rapport à donc la réglementation existante est rappelée, et d'apporter une logique visant à protéger les maîtres d'ouvrage contre des sinistres liés à une protection insuffisante ou contre des surcoûts liés à une protection surdimensionnée. C'est-à-dire faire la bonne protection qui convient pour le bon réseau. Généralité. Dans la partie généralité, il y a quelques rappels sur l'aspect théorique. On ne refait pas la théorie, mais on rappelle des choses essentielles, notamment les surpressions qu'on a vues tout à l'heure de Joukowski, Michaud, etc. Les définitions des pressions, PN, PMA, PFA, qu'est-ce que ça veut dire? MDP, SDP, OP, DP, etc. Les normes importantes qui nous concernent et la réglementation, EDCH étant les équipements de l'eau dans les équipements soumis à dans lesquels circule de l'eau destinée à la consommation humaine. Données du projet. Les sous-chapitres, données générales, données fluides, données installation, les piézométries de calcul, etc., conditions d'étude, exemple de fiches de collecte d'informations. Là, vous retrouvez ici, je recherche toujours la petite flèche que j'ai retrouvée, voilà. Vous retrouvez ici,
je ne sais pas m'en servir de ça. L'écho-enveloppe des pressions maximale et minimale. C'est une, comment dire, c'est une donnée assez fondamentale. C'est-à-dire que la pression mini-admissible sur un réseau, sachez que dans le cas de l'eau potable, c'est la pression positive et supérieure aux plus hautes eaux en cas d'inondation, et les pressions maximales admissibles, ça dépend de la conduite, mais ça dépend pas seulement de la conduite, ça dépend aussi des conditions de pression maxi qu'on veut bien accepter dans le réseau. C'est-à-dire qu'il n'est pas question avec une conduite où on circule à 5 bars, et une conduite qui tient à 16 bars, qu'on accepte des coups de bélier de 10 bars. C'est pas parce que la PMA est de 16 bars qu'on va forcément accepter des coups de bélier de 10 bars. Et là, c'est bien le maître d'œuvre qui doit le préciser, et ça, c'est une donnée très importante pour l'étude des transitoires. Cette pression maximale admissible. Je continue. On trouvera dans les données du projet un exemple de fiche de collecte d'informations. Cette fiche reprend toutes les informations qu'il est souhaitable de disposer à minima. Alors, bien sûr, c'est peut-être rêver que d'arriver à obtenir toutes ces informations-là, mais quelque part, c'est bien de savoir, quand on parle d'une cote de conduite, vous parlez de la cote génératrice supérieure ou de la cote radiée. Si vous avez une conduite qui fait 1,50 m et que vous faites des calculs par rapport à la cote génératrice supérieure et un autre fait des calculs par rapport au radié, forcément, on ne trouve pas les mêmes dépressions dans la conduite. D'où l'intérêt de bien parler le même langage si on veut avoir des résultats comparables. Alors, cette fiche collecte d'informations, elle est bien sûr utilisable. Et plus elle sera utilisée, mieux ça sera pour nous permettre de mieux résoudre en fait des problèmes de régime transitoire et les choix des bonnes solutions. Données de conception aussi, l'aspect données conduite. Fabrice vous a expliqué à quel point la donnée conduite est importante dans le lancement d'une étude de régime transitoire, le profil en long et le choix de la conduite. Mais tous les calculs, par exemple, nécessitent de connaître le diamètre intérieur. On ne fait pas le calcul des régimes transitoires en fonction du diamètre extérieur, ça n'a pas de sens. On sait bien par rapport à ce qui se passe dans la conduite. Or, le diamètre intérieur, il est dépendant du PN, il est dépendant de plein de données comme ça. Donc l'idée de ce document aussi, c'est de dire, voilà, quand on n'a pas l'information, on peut, une conduite polyéthylène PN 12,5, on sait qu'en diamètre 600, elle a tel diamètre intérieur. Enfin, 600 peut-être beaucoup pour mais on a donc ces informations qui sont rassemblées dans ce document. Si on ne sait pas quelle rugosité prendre, entre le polyéthylène, le PVC, l'acier, le béton, etc., ce document nous donne une valeur indicative de la rugosité. Après, libre après à faire varier ce paramètre dans l'étude de conception, mais au moins on a une valeur de base de référence. Donc, je vais vous donner quelques exemples de tableaux là qui proviennent du document. Connexion est perdue, mais on va se retrouver quand même. Donc, ces éléments vont nous permettre de faire des études et vont nous permettre d'avoir des études qui, à la sortie, seront comparables. Parce que on trouvait, il y a quelques années, on pouvait trouver un résultat à une étude de régime transitoire avec des résultats complètement différents. Suivant qui avait fait l'étude, comment et avec quelles hypothèses, on se retrouvait avec des dimensionnements de ballons qui pouvaient être très très différents. Et les études étaient justes à chaque fois. Et simplement, les hypothèses de démarrage ne sont pas les mêmes. Et c'est bon. Et les hypothèses n'étant pas les mêmes, on ne trouve pas forcément le même résultat. Données conduite, après données équipement. Données équipement, parce qu'il y a un réseau, il y a quand même plein d'équipements sur un réseau. Vous avez des robinets, mais vous n'avez pas que des robinets, vous avez des clapets, des clapets anti-retour, vous avez des ventouses, vous avez des stabilisateurs de pression, vous avez des vannes de régulation, vous avez des coudes, des T, vous avez, il y a plein de choses. Donc, il est bien, pour prendre en compte ces études de régime transitoire, il est bien important de savoir quelles sont les caractéristiques qu'on va prendre en compte pour l'étude. Or, quand on fait une étude de régime transitoire, c'est que le réseau, sur une installation neuve, on n'a pas décidé du type de clapet, par exemple, de clapet de non-retour.
Hein. On ne sait pas encore si on met un double battant, un triple battant, si on met un clapet à boule, ou si on met un clapet inséré, etc. Ah, quand on va faire l'étude, on est obligé d'avoir cette donnée. Hein. Et si on l'a pas, notamment si on fait une étude de coup de clapet, et si on l'a pas, il faut bien prendre des valeurs. Donc, l'intérêt de ce guide aussi, c'est de nous dire, si on n'a pas l'information, au moins par défaut, on peut prendre telle valeur. Hein. Ça nous donne au moins une indication. Hein, plutôt que d'aller prendre une valeur qui va s'avérer complètement erronée par la suite. Donc, données équipement. Voilà ici des exemples qu'on va trouver dans ce document. On va trouver ici à gauche là, on va trouver les courbes type d'entrée et sortie d'air. On va trouver ici au milieu cette courbe là qui est comment dire les données caractéristiques dynamiques des clapets pour une étude de coup de clapet. Je dirais les plus faibles du moment, parce que on a encore bien conscience qu'il nous manque beaucoup de résultats d'études sur les bonnes valeurs à prendre en compte. Mais si on attend que ces résultats sortent, ça va nous demander quelques années. Donc aujourd'hui, on a un guide ici de comment faire, si vous voulez, quelle valeur prendre quand on sait pas, quand on n'a pas d'informations. Bon, calcul d'un diaphragme, ça paraît, on rappelle, les formules théoriques de calcul du diaphragme. Par exemple, si on a besoin d'avoir une perte de charge dissymétrique à l'entrée d'un ballon. Une perte de charge dissymétrique à l'entrée d'un ballon peut apporter des avantages en termes de gestion de la surpression dans le réseau. Or, on donne ici un moyen de calcul. Alors, bien sûr, on peut faire des calculs avec plein d'outils informatiques, mais à la limite, si on peut faire le calcul à la main, c'est pas plus mal. Et c'est pareil en régime transitoire. Parce que quand on commence à pouvoir faire les choses un peu pratiquement, je veux dire, on se rend compte de ce qu'on fait. Voilà, après les données équipement, on va vous parler des données dispositifs de protection. Donc, dispositifs de protection, ça concerne des ballons, ça concerne des ventouses, ça concerne, les ventouses, c'est pas un appareil de protection, ça concerne des soupapes anti-béliers, ça concerne des dispositifs combinés. On a classé dans différentes catégories, notamment les dispositifs de protection avec réserve d'énergie, les dispositifs de protection sans réserve d'énergie et les dispositifs combinés. Les dispositifs de protection avec réserve d'énergie, ce sont des systèmes de ballons hydropneumatiques. 90, 95, voire 98% des installations en termes de protection aujourd'hui sont faites avec des ballons. Parce que les dispositifs avec réserve d'énergie qu'on utilisait dans le temps, tels que les volants d'inertie, il n'y a plus beaucoup de fabricants de pompes qui nous fournissent des volants d'inertie adaptables sur leurs pompes. Ça n'existe plus. Donc, aujourd'hui, on est dans une démarche assez systématique de généraliser, de mettre des ballons. Et c'est une bonne protection. Chaque fois qu'on met, c'est la meilleure des protections. Ensuite, des dispositifs de protection sans réserve d'énergie, ce sont des dispositifs de protection qui font une protection ponctuelle locale. Alors, par exemple, une soupape anti-bélier. Une soupape anti-bélier, ça va protéger localement contre une surpression. Et c'est sûr que une protection par une soupape vis-à-vis des surpressions, c'est une très bonne protection. C'est-à-dire si on gère le désordre à la source, notamment si on gère la surpression générée par une fermeture d'un robinet à proximité du robinet, on va gérer le désordre à l'origine de la source et à ce moment-là, on a une efficacité très forte sur la protection. Des dispositifs combinés, c'est des dispositifs qui vont combiner, prendre en compte des protections un peu diverses. On va combiner souvent un ballon avec autre chose, un ballon avec un dispositif d'entrée d'air, un ballon avec une cheminée d'équilibre sur un réseau, un ballon avec j'allais dire un volant d'inertie, mais c'est moins vrai. Mais c'est souvent des systèmes. L'idée, c'est qu'on peut avoir des solutions un peu combinées, mais chaque fois, c'est toujours prudence. C'est-à-dire que une solution combinée, elle est assez lourde à gérer, elle présente un intérêt souvent économique, mais elle représente que des cas très particuliers, notamment quand on a des profils en long qui présentent des bosses ou des choses un peu compliquées, quoi.
Voilà. Donc retenez, 90% des protections au niveau des stations de pompage, c'est des ballons, hein, et c'est vraiment la bonne protection. Quand on a des surpressions, quand on a des systèmes transitoires qui génèrent des surpressions, les soupapes anti-biais sont toujours préférables. Hein. Je pense une surpression générée à l'arrêt d'un surpresseur. Quand un surpresseur se déclenche, il génère une surpression côté amont, hein, quand il y a une panne de courant. Donc la protection côté amont, pour moi, c'est une soupape. Côté aval, c'est un ballon. Hein. Quand vous avez un réseau long avec un surpresseur en cours de route, il faut bien protéger l'amont et l'aval. Hein. Dans ce guide, vous allez retrouver en fait des choses un peu diverses. Je pense par exemple ici des lois caractéristiques de soupape anti-bélier. De manière qu'on parle un peu tous le même langage. Quand on parle de pression d'étanchéité, pression de tarage, pression d'écrêtement, bah c'est sûr que comme il n'y a pas unicité de la terminologie chez les fabricants, on ne parle pas toujours tous de la même chose. D'où ce document, ce guide, permet aussi de mettre en ordre en fait des définitions. Et ça, c'est important. On trouve, exemple ici, quelle perte de charge au niveau du raccordement d'un ballon sur une conduite. C'est vrai que c'est un coefficient qui peut être... c'est bien de savoir quel l'ordre de grandeur à prendre. Ça ne veut pas dire que dans l'étude finale, il ne va pas falloir prendre en compte le bon coefficient en accord avec le fournisseur du ballon qui aura été décidé et choisi, mais au moins, on peut déjà lancer l'étude avant sans être dépendant du fournisseur de ballon. On trouve aussi des illustrations, il y en a une ici par exemple, d'un cas de montage de ballon avec une admission avec une perte de charge dissymétrique. On favorise l'alimentation de la dépression et on évite une montée en surpression due à un remplissage trop rapide du ballon. Voilà les données des dispositifs de protection. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je vous laisse, faut que vous découvriez des choses en regardant le document, si vous le procurez. Je continue, chapitre suivant, étude des transitoires et données de sortie. Donc dans cette partie-là, on va trouver un certain nombre d'informations concernant l'étude des transitoires. Et en particulier, le document clé important de cette partie-là, c'est ce graphe. Dans ce graphe, vous trouvez... on peut, la petite flèche, elle est partie encore. Dans ce document, vous trouvez... Elle est repartie, décidément, elle ne veut pas même. Ouais. Allez, voilà. Vous trouvez bien sûr ici le profil en long, données indispensables, si vous n'avez pas compris. Vous trouvez ici enveloppe des dépressions. L'enveloppe des dépressions, on rappelle bien qu'en eau potable, on est toujours positif. Ici, c'est une valeur négative, on est toujours positif. Je vais peut-être m'en sortir. On va retrouver sur cette... Alors, on retrouve ici... Ok. Donc, on va retrouver ici deux courbes importantes. C'est les deux courbes rouges. Ces deux courbes rouges, on les a appelées enveloppe des piézométries maximale admissible de calcul. C'est-à-dire, c'est la donnée du maître d'œuvre. C'est ce qu'on appelle la MDP, suivant la norme NFEN 805. La MDP dans la norme NFEN 805 est définie comme une pression. En fait, il faut bien voir que c'est une pression qui est variable le long de la conduite. Ça, c'est une donnée maître d'œuvre. Si nous, on n'a pas cette donnée-là, en termes d'études de transitoire, on ne peut pas faire d'études. C'est pas possible. Donc, et ça, c'est l'enveloppe des piézométries maximales, les deux courbes rouges. La courbe bleue intermédiaire, celle-ci, c'est la piézométrie calcul, régime permanent. Bon, ça, c'est une donnée, je veux dire, qui correspond à l'état initial avant le lancement d'études de transitoire. Et on va trouver ici ces deux courbes-là, celle-ci et celle-ci, qui sont l'enveloppe des piézométries maximales admissibles
la maximale et minimale, non pas admissible, mais résultant des calculs, les enveloppes des piézométries calculées. Et on compare bien que cette enveloppe des piézométries calculées se trouve bien compris dans l'enveloppe des piézométries de calcul. Ça, c'est une approche, cette terminologie un peu nouvelle, mais on s'est mis d'accord sur cette terminologie-là, parce que le régime transitoire sera validé quand ces deux courbes bleues, ici, sur piézométrie maxi de calcul et minimum de calcul, se trouvent bien comprises entre ces deux courbes rouges, minimal admissible de calcul et maximum admissible de calcul. Et vous voyez que dans le cas présent, la problématique ici, vous voyez que vous avez une problématique à ce niveau-là, c'est qu'on est en régime, on est très proche de la valeur maximum admissible et la valeur maximum de la pression de la conduite affleure en fait cette courbe rouge à ce niveau-là. Donc on a une problématique ici qui peut apparaître et une problématique là on est très proche de la pression nulle à cet endroit. Ça c'est un outil assez performant pour analyser les résultats de calcul. Donc voilà, c'est un... vous retrouvez les chapitres, sont rappelés ici, introduction. On propose une méthodologie pour l'étude des régimes transitoires. Méthodologie, c'est assez simple, c'est dire quel est l'état initial, quel est l'état final, quelles sont les perturbations, quelques recommandations, des hypothèses, quelques recommandations pour l'étude des transitoires. Est-ce qu'on fait une étude de transitoire avec ou sans coup de clapet, etc., etc. Aujourd'hui, très souvent, on ne fait pas l'étude des coups de clapet. L'étude des conséquences des coups de clapet n'est pas étudiée. Dans la pratique, on va facilement renforcer la PMA du collecteur en voisinage du clapet pour absorber un coup de clapet éventuel et ne pas faire de calcul. Mais le calcul est aussi très compliqué. Voilà, donc des cas particuliers sont évoqués, les données de sortie sont évoquées, qu'est-ce qu'on attend en fait en termes de données de sortie? Donc c'est cette courbe-là, cette courbe-là qui est très très importante, c'est presque le point le plus important du livre. Il y a un certain nombre d'autres informations en termes de compléments, parce que vous verrez il y a quand même des multitudes de cas particuliers dès qu'on fait une étude de transitoire. Je voudrais bien vous passer la parole, mais ça sera après. Présentation du guide, données de conception pour l'étude des transitoires, toujours sur partie G, détails de mise en œuvre. Là, je vais aller un peu vite. Vous trouvez des tas d'informations concernant pression d'épreuve, vérification du transitoire, installation, contrôle périodique, les recommandations diverses, protection corrosion, etc. Donc, je vous laisse découvrir. Vous trouverez la partie illustration de problématiques. On a illustré des cas de problématiques rencontrées sur le terrain. Et des choses qui paraissent un peu bêtes, mais on a des fois des transitoires liés à des régimes permanents, dus à des arrêts et démarrages de pompes, qui font que les bâches étant trop petites, les pompes démarrent souvent, et puis on se retrouve par exemple avec des arrêts et démarrages trop fréquents de pompes qui eux-mêmes génèrent dans les permanents des variations permanentes sur lesquelles se superposent des transitoires. Et c'est des choses qu'on va probablement retrouver de plus en plus souvent, puisque comme les fréquences de démarrage des pompes augmentent, on a des réserves d'eau qui sont de plus en plus faibles, et donc on va avoir des nouveaux problèmes qui vont se présenter. Donc on rappelle un peu tout ça. Et puis dans la partie annexe, on trouve des notes techniques, on trouve des formulaires, de la réglementation, un glossaire français-anglais, notamment les enveloppes de piézométrie maximale de calcul. On a mis la traduction en anglais, on ne sait jamais, ça peut servir. Bibliographie, les principaux logiciels, des fiches techniques d'équipement. Voilà. Donc j'arrive à la fin. Donc voilà ce document. Je sais pas, vous le voyez, je ne sais pas. Qui est disponible au SNECOREP et on espère qu'il rendra service à la profession et qui permettra de mieux sécuriser les réseaux et de mieux les pérenniser.